Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau du grand débat du web. C'est tous les vendredis sur Digital Business News, également plusieurs fois par semaine sur la chaîne Demain que vous retrouvez sur la TNT sur les box. Et la TNT, c'est en Ile-de-France. Le grand débat du web, comme son nom l'indique, ce sont des débatteurs de grandes voix du web qui viennent parler de l'actualité connectée. Ils sont 4 comme chaque semaine. Et je vous les présente tout de suite en commençant par Laure de Boério, qui est un peu la petite nouvelle de cette émission. Bonjour. Bonjour Bertrand. Créatrice de Paris Helpline, qui offre une solution en quelques secondes, solution pour les touristes étrangers ou pas qui viennent à Paris et qui peuvent se retrouver complètement largués dans la jungle. Vous les aidez. Et on leur met tout le savoir-faire parisien à disposition immédiate. Avec des gens qui connaissent vraiment et qui parlent leur langue. Ça y est, on est chinois, on a quelqu'un qui va vous aider en chinois. Chinois, tout à fait. Pratique ça pour discuter avec un chauffeur de taxi qui essaie de vous prendre pour un chinois, justement. Exactement, et on est là pour ça. Ça n'arrive jamais, évidemment, ça se saurait. On a à côté de vous Eric Dupin, fondateur de Presse Citron et de Dronestagram. Salut Eric. Bonjour Bertrand. Ça va ? Ça va. Bon, toujours le téléphone à la main. Tiens, la montre a disparu, la moto est toujours là ? Ah bon. J'ai eu un instant de frayeur. Je me suis dit, ça y est, il s'est débarrassé de sa montre connectée. En face d'Éric Dupin, Fabrice Epelboin, ronde serviette toujours, fondateur de Yogosha. Salut Fabrice, donc, qui vient parler notamment de dimensions qu'il aime bien évoquer, sur les dimensions sécuritaires, entre autres du web, parce qu'il y a énormément, et c'est un des sujets de l'année, de questions à se poser sur ces critères-là. Donc, dans tous les domaines, on va... C'est le sujet de la décennie. C'est le sujet de la décennie. On est rentré dans une phase de balkanisation de l'Internet qui fait que tout ce qui semblait être des sujets de spécialistes sont aujourd'hui totalement indispensables pour comprendre Alors, pour ceux qui ne sont pas forts en géographie, ça n'a rien à voir avec les épaules Balkany. C'est balkanisation. Voilà, je dis ça parce qu'il y en a qui pourraient confondre du côté de chez les footballeurs, par exemple. Emmanuel Parodi, bonjour. Bonjour. Oui. Emmanuel Parodi, journaliste, ancien dirigeant de ZDNet, CNET, et également secrétaire général du GEST. Le GEST, c'est le groupement des éditeurs de presse en ligne et services en ligne. C'est plutôt des éditeurs traditionnels, non ? Oui, Le Monde, Le Figaro, il y a aussi TF1, il y a aussi des petits éditeurs. lobby pour essayer de savoir. C'était surtout un endroit où les gens qui s'occupaient du digital se réunissaient pour voir, tiens, on va créer les flux RSS, on va faire des innovations en commun. Au départ, c'était quand même plutôt ça. Et après, les questions juridiques sont arrivées. Et effectivement, c'est quelque chose, on est après, plutôt il y sur avait des l'idée de dossiers comment est-ce qu'on s'associe pour distribuer des contenus numériques, par exemple, pour faire des choses comme ça, avec les plateformes numériques qui se sont mises en place. Les questions des cookies avec la CNIL, des choses comme ça, passionnantes. Bon, brave monsieur, on pourra en parler pendant des heures. Donc, bienvenue à vous quatre. On a 2 sujets à vous proposer aujourd'hui. Un premier qui concerne la télé 3D. Vous vous souvenez, la télé 3D, c'était une idée absolument géniale. En 2010, on nous vendait ça comme étant le futur de l'humanité. Il faut croire que, je ne sais pas, c'est comme le journal de l'humanité, ça a un peu moins de succès que prévu, la télé 3D. C'est en train d'un peu de sombrer. Vous savez que là, petit à petit, la télé 3D est en train de disparaître. Samsung, LG retirent leur bille. Ce n'est pas les seuls, d'ailleurs, à retirer leur bille de cette techno qui s'annonçait pourtant prometteuse. Mais c'est vrai qu'il y a des freins à ça, on va en discuter. Et puis, on parlera également du retour du client roi sur Internet. On n'a plus que ce mot-là à la bouche. On lui a vendu des produits, des services pendant 10 ans. Et maintenant, on se dit, tiens, au fait, si on s'intéressait un petit peu à ce qu'il veut, lui, à son UX, son User Experience. Est-ce qu'on pourrait réenchanter tout ça ? Le web est arrivé il y a quelques années pour réenchanter le commerce avec le e-commerce. Et finalement, c'est lui qui se trouve un petit peu désenchanté aujourd'hui en se disant comment faire pour faire en sorte que les gens ne retournent pas dans les magasins, c'est le monde à l'envers, avec une expérience qui est une expérience physique, tactile, sensorielle, intellectuelle et amicale parfois avec des vendeurs. Ça peut arriver pour discuter de l'intérêt de parler ou d'acheter tel ou tel produit. Ça se passe dans le monde physique, un peu moins sur le web. Alors comment est-ce qu'on peut conjuguer les deux ? C'est un petit peu la question du moment. Est-ce que la télé 3D est morte, monsieur Eric Dupin, spécialiste de la question, qui a une télé 3D chez lui d'ailleurs, je crois. Oui, comme certainement pas mal de mes concitoyens, mais qui m'a été vendu un petit peu avec la 3D intégrée, mais c'était vraiment pas un critère de choix. Le geek s'est dit, il faut absolument que j'en ai une. Non, c'est même pas vraiment ça, c'est que c'était dedans, et voilà, donc il y a un moment où on n'avait pas tellement le choix, et il y avait aussi un effet effectivement de curiosité. J'étais pas mal sur des salons où on testait différentes technologies de 3D, passives, actives, avec, sans lunettes, etc. C'est sympa. Ça donnait envie. Moi, j'ai jamais trop cru, j'ai jamais trop adhéré. J'ai dû voir au cinéma 2 films en 3D dans ma vie, dont Avatar, bien sûr. J'ai vu aussi un match de foot de la Coupe du Monde 2010 en 3D. C'était assez sympa, ça, par contre. Mais il y a tellement de contraintes, tellement de barrières qu'on est absurde. Enfin, je pense que personne n'est étonné du fait que ça n'ait pas marché. C'est compliqué, c'est contraignant, il faut mettre des lunettes, ça fatigue les yeux. On est bien d'accord sur le constat, c'est mort ou pas ? Oui, complètement. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme... je pense que la télé 3D, elle attend son iPhone. C'est-à-dire qu'en fait, elle attend son moment iPhone. C'est-à-dire qu'il y a un moment où une technologie va arriver qui sera d'un coup disruptive,
qui permettra d'avoir de la 3D, qui sera en même temps un mélange de 4K ou de 8K, d'écran incurvé, etc. Donc en fait, ça va faire partie d'un tout où on aura une image encore plus immersive, une expérience encore plus immersive. Ça sera dans la télé, mais maintenant, ça va être aussi sur des devices, sur des lunettes. Vous avez cité le 4K et le 8K. On parle d'Ultra HD pour le 4K, d'Ultra HD pour le 8K, qui sont vraiment des définitions absolument incroyables. On peut donner un prénom à chaque brin d'herbe dans un stade de foot. C'est vraiment impressionnant. Et finalement, ça, c'est une vraie avancée visuelle, alors que la 3D, sur les écrans de télé, c'est sombre. C'est sombre, la résolution est divisée par 2, et puis c'est une technologie qui enseigne, enfin, c'est de la stéréoscopie, et ça existe depuis les années 50. Donc après, évidemment, ça s'est amélioré. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la technique 3D, mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart du temps, l'expérience est bluffante pendant 5 minutes, et après, elle est assez rapidement fatigante et décevante. Donc c'est pas étonnant. Leur opinion du chef, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est mort aussi? Oui, pour moi, oui, dans la mesure où la 3D, c'est du ludique. Ouais. Il n'y a pas de la technique, et que j'ai une télé 3D dont je ne me suis absolument jamais servi, et pour une raison très simple, c'est que dans mon salon avec mes enfants, avec les 3 lunettes, c'est juste rédhibitoire, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est rédhibitoire? C'est le fait d'avoir des lunettes? Tu te vois dans ton salon avec tous les 3 avec tes 3 paires de lunettes, voilà, c'est en soi. Quand on a acheté la télé au départ, on avait bien l'idée qu'on aura tous des paires de lunettes et qu'on de la pourrait même plusieurs. manière, on me l'a vendu intégré, on va dire. Ouais. C'était pas l'objectif de l'achat de la télé. Alors, il faut dire que les pubs 3D, les pubs que vous voyez peut-être derrière, qui circulent sur les télévisions 3D, sont un petit peu mensongères. C'est qu'on vous vend l'idée que, tout à coup, ça sort de la télévision, évidemment. On ne vous vend pas tellement l'idée que vous avez des lunettes absolument énormes sur le nez. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous les mettez sur les lunettes que vous avez déjà si vous en portez. Alors là, déjà au cinéma, c'est une expérience douloureuse, mais on n'a pas envie de la reproduire à la maison, quoi, d'avoir Plus deux la paires de lunettes. problématique des batteries dans les lunettes qu'il faut changer régulièrement. Alors même pas Avatar, rien, que dalle. Ah si, le cinéma, oui. Mais pas à la télévision, jamais de 3D. Après, il y a aussi un problème c'est pas simplement un problème de technologie, il y a évidemment un problème de contenu adapté. Évidemment, alors tout le monde s'est mis à faire de la production 3D à un moment, mais ça n'avait aucun sens, puisque pour faire de la vraie bonne 3D, il faut qu'il y ait une vraie écriture spécifique, une écriture cinématographique adaptée à la 3D, avec des plans séquences un peu plus lents, un peu plus longs, etc., plus de profondeur de champ, etc., plus de lumière. Donc finalement, on tournait un film normal, un film avec un scénario, une écriture qui n'était pas du tout fait pour la 3D, on le tournait avec des caméras 3D. Oui, mais on pensait par exemple au football, on pensait aux événements sportifs. Orange a proposé depuis plusieurs années de la 3D sur Roland-Garros, franchement c'est assez sympa. Oui, sur Roland-Garros, alors après, bon, sans rentrer vraiment dans la technique pointue, mais quand on suit un événement sportif où il y a des mouvements rapides, il y a énormément de traînées d'images, de lag, et quand on regarde un match de foot, c'est très intéressant parce qu'on a effectivement l'impression d'être au bord du terrain, c'est assez impressionnant, mais c'est quand même loin d'être parfait. C'est mort, c'est pas mort en face, Emmanuel? C'est pas mort dans le sens où ça revient tous les 20 ans, hein, la 3D. Ça a commencé dans les années 50. C'est vrai aussi. Tout le monde a dit que ça va tout révolutionner. Et ensuite, les années 70. Donc ça reviendra sous une autre forme. Là, moi, je suis d'accord, tout a été résumé. Je me souviens, c'est un phénomène d'année 2011-2012. Hein, il faut bien comprendre que les fabricants d'écrans, ils ont besoin d'une histoire pour vendre les nouveaux écrans, parce qu'il faut bien vous aider à renouveler. Et c'était une des histoires. Il y a eu la télé connectée, il y a la 3D, il y a la 4K maintenant, il y a les trucs incurvés. Bon, maintenant, on est sur des télés quand même qui sont très très larges. On n'avait pas ça, hein. Il y a 20-30 ans, on avait tous des télés. Voilà. Donc maintenant, quand vous avez payé parfois 1 000 € ou plus pour une télé qui fait plus d'1,50 m de large, c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est que vous attendez plus la 4K, c'est-à-dire des images qui pètent avec une grande qualité visuelle. Et paradoxalement, la 3D, c'est ce qui a été dit. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'effet waouh, en réalité, vous perdez en luminosité, vous perdez en qualité. Ça marche très bien au ciné parce qu'on est dans une salle sombre et qu'on prend toute la lumière, en fait. Oui, et qui prend rien. Donc, alors après, je suis d'accord, les lunettes, enfin, tout s'accumule, et au final, et moi je me souviens, les journalistes qui testaient les écrans, on le savait tous. J'ai pas vu... Personne, on ne faisait pas trop d'efforts pour être enthousiaste. On savait tous que c'était un argument. Pourquoi tous les journalistes ont vendu ça comme étant le truc qui allait tout bouleverser? Excellente question. Je pense que tu mets le doigt sur une thématique très intéressante. On avait discuté avec la rédac. Non, on le disait dans les articles, on le disait. Oui. Mais quand vous avez un phénomène qui est survendu, etc., ces arguments-là. Moi, je me souviens surtout de vidéos faites au CES de Las Vegas où regardez, c'est génial, c'est le futur, c'est ça demain chez tout le monde. Voilà. Non, mais la réalité, c'est que tout le monde achetait des téléviseurs où la fonction était intégrée. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. C'est pas des gens qui achetaient pour la 3D. Ça, c'est une minorité de gens. La réalité, c'est que il fallait acheter la nouvelle génération de télé qui intégrait en natif la 3D, comme les précédentes étaient connectées et que personne n'a utilisé les fonctions connectées Là où on a de sa vu, télé. en fait, que ça allait certainement capoter très vite aussi, c'est dans les devices.
des appareils qui permettaient à des particuliers de faire de la vidéo en 3D. Donc les premières petites caméras portables qui avaient un double objectif. Et même, je crois que c'est LG qui a sorti un téléphone et une tablette avec deux objectifs. Marché, enfin, moi, je les ai vus au CES à Las Vegas en 2012 ou 2013. Je ne les ai jamais vus arriver sur le marché. Donc il y a cette espèce d'engouement comme ça, où Sony aussi a sorti une caméra 3D, petite caméra 3D qui n'était pas très chère en plus et qui permettait effectivement de shooter en 3D, mais les usages n'étaient pas là. Donc pour faire sa photo ou sa vidéo de mariage, les gens n'étaient pas intéressés à faire ça en 3D tout simplement. Et il n'y avait pas d'offre, puisqu'on a promis des chaînes de télé tout 3D, et effectivement, comme c'était... Canal+ a fermé la sienne en 2012. Ils n'ont pas attendu très j'en longtemps. souviens pas. Le bouquet Sky a fermé la sienne plus récemment. En fait, il y a eu très peu de production. Il y a eu Avatar qui est sorti pour les télévisions. Bon, tout le monde a regardé Avatar sur sa télé pour justifier le fait que vous aviez payé 500 € de plus pour avoir une télé 3D, globalement. Mais au-delà de ça, ça fait un peu cher, Fabrice. Oh ben, ça fait partie des innovations totalement ridicules, largement soutenues par des immenses campagnes RP docilement relayées, qui n'ont pas généré tant de ventes que ça, parce que fondamentalement, tous les gens que je connais qui ont une télé 3D, je crois quand même la mienne, il me semble qu'elle est 3D, j'ai pas les lunettes, mais fondamentalement, c'est devenu rapidement une fonction quasiment obligatoire pour une télé milieu haut de gamme, que tout le monde a, que personne n'utilise. Donc on est dans le marketing qui tourne en rond, avec de l'innovation qui ne sert à rien, mais qui se vend bien. Ça ne sert pas à rien, ça peut être sympa sur le papier. Simplement, techniquement, c'est pas au point. C'est un peu ça. Techniquement, dès le laboratoire, dès qu'ils ont sorti le premier prototype, ils savaient que c'était pourri. Après, ils avaient déjà investi une fortune, parce que c'est quand même des technologies un peu pointues, et surtout, la mise en œuvre industrielle n'est pas simple. Donc, ils ont continué avec encore une petite fortune à balancer sur la presse pour que ça se vende quand même, parce que les gens continuent à lire ça. La télé 3D, on est bien d'accord, en tant que télé, pour l'instant, c'est mort, ça reviendra dans 20 ans, peut-être sous une autre forme. En tout cas, la 3D n'est pas morte. Il y a l'Oculus Rift, qui est ce fameux casque, mais il y en a d'autres. On peut même faire une forme de 3D avec la boîte en carton dans laquelle on glisse son téléphone. Ça, c'est quand même des expériences sympas. Je cite au hasard Eric qui a vécu des expériences sympas avec l'Oculus Rift. Oui, non, effectivement, c'est assez bluffant, parce que là, on est au-delà de la 3D, on est vraiment dans l'immersif, intelligent, géostabilisé, enfin, je ne sais même pas comment on peut dire, mais voilà, on est dans un univers à 360 degrés et en 3D, donc c'est vrai, très impressionnant, effectivement. Quant à l'expérience à laquelle tu fais allusion, c'est effectivement, j'ai testé les lunettes Oculus avec un film de Marc Dorcel et sur un salon. C'était les premiers à se lancer dans la 3D. Voilà, mais je trouve que l'idée est assez marrante. Et bon, c'est des gens qui sont très forts en marketing, en web marketing. Ils sont toujours à la pointe et ils font ça avec beaucoup d'humour. Mais pour le coup, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Alors, on disait qu'il y avait un marché justement sur le X qui allait représenter un nouveau marché pour l'achat des télévisions 3D, puisqu'on se dit on n'arrive pas à vendre finalement des événements sportifs, ça coûte très cher. Bon, voilà. Et ça ne se passera pas comme ça, finalement. Ça restera du gadget ou alors de l'Oculus Rift qui va baisser en tarif et qu'on va pouvoir se payer tous à un moment ou à un autre, avoir des expériences sympas. Vous avez déjà testé, Laure non, ce genre de lunettes, même pas les lunettes en carton dans lesquelles on glisse son téléphone. Ça, c'est assez impressionnant. Hein, ça. Oui, alors pour le coup, j'en ai reçu quelques-unes en démo, des lunettes en carton. Hormis le fait que certaines sont un petit peu compliquées à monter parce que le kit n'est pas très bien expliqué, il faut des applications spécifiques pour faire tourner ça. Et pour l'instant, les applications que j'ai pu tester sont quand même pas super au point. Donc c'est aussi un petit peu décevant. Ouais. Vous avez testé ce genre de truc ou pas, l'un et l'autre? Oui, moi, ce que j'avais noté, c'est qu'il était quand même difficile de conserver l'Oculus Rift sur ses yeux pendant au-delà de 10 minutes, un quart d'heure. C'est quand même compliqué. Donc, du coup, on se dit des applications, des films, des jeux vidéo. Moi, je l'ai vu sur les jeux vidéo où on garde ça même si ça fait waouh, qu'on en prend plein la figure et que c'est vraiment impressionnant. On ne s'imagine pas en train de tenir ça pendant une heure. C'est pas de la 3D, c'est de l'immersion, c'est de la réalité virtuelle, c'est vraiment du 360. Et c'est bien au-delà de la 3D. C'est vrai que pour l'instant, le cerveau n'est pas encore habitué à gérer ça. On a vite fait de vomir. Hein. Il faut, juste pour, en parenthèse, mentionner aussi HoloLens de Microsoft, qui est une expérience un petit peu différente, qui permet, avec des lunettes, de projeter des univers des univers virtuels dans un univers réel. Donc concrètement ici, je peux faire apparaître, avec mes lunettes, je ne sais pas, un ordinateur, un bouquin. Et puis évidemment, alors ça sert pour les architectes, etc. C'est encore en développement, mais j'ai testé, c'est assez impressionnant. Bon, en résumé, qui avait une télé 3D chez lui? 2 ici, là, 3? Je n'en sais rien. Tiens, allez, on va dire 3. À vendre. Excusez-moi, j'ai une petite annonce à passer à vendre 3 télévisions 3D, n'ayant jamais servi. Prix à débattre. Ça ne sera pas cher, hein, plus personne n'en veut. Hein. De toute façon, il n'y a pas de produit pour mettre dedans, il n'y a pas de souci.
vous appelez Digital Business News, on vous transmettra les coordonnées pour que vous puissiez les acheter. Deuxième sujet de ce grand débat du web, le client est-il en train de redevenir, on va être gentil, de redevenir le roi sur Internet? Le e-commerce a un peu désenchanté l'acte d'achat, c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands patrons du e-commerce qui, dans des conférences ces 2-3 dernières années, trouvaient que finalement, c'était plus exactement ça, qu'il y avait eu un engouement, que tout était génial sur Internet et que finalement, aller dans un magasin, retrouver le contact humain avec un vendeur, toucher le produit, ça pouvait avoir du sens et que l'avenir était certainement dans le mélange entre du web, du mobile, du magasin, du tactile, du physique, la possibilité d'aller dans le magasin sans partir avec le produit mais se le faire livrer, ou la possibilité de faire du drive to store tout simplement, c'est-à-dire d'acheter sur Internet et puis d'aller récupérer dans un magasin avec une sorte de driving, pourquoi pas, ce qui se fait. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une perte de chaleur finalement de cet achat sur Internet, que le e-commerce a perdu un petit peu de son sens et qu'il a besoin de se réinventer et que le physique fait partie de l'histoire ou pas? Je pense que l'humain fait partie de l'histoire et que l'humain fera toujours partie de l'histoire et qu'il sera toujours prioritaire. L'humain a disparu de la composante du e-commerce finalement. Alors, c'est pas moi qui vais te contredire parce que moi justement j'ai essayé d'allier la partie technologique et je l'ai additionnée avec la partie humaine. Dans Paris Helpline, oui. Dans Paris Helpline, voilà. Donc je trouve ça absolument formidable et c'est une excellente chose si jamais ça revient parce qu'on était totalement dénaturé et que c'est pas viable à long terme. C'était des agents virtuels auxquels on avait affaire. Mais les agents virtuels, c'est des petits personnages animés là. Bon, c'est pas d'un sexy absolu finalement, hein. C'est de l'intelligence artificielle. Même de manière générale, aujourd'hui sur des grosses structures, tu appelles, mais c'est à te taper la tête contre les murs. Tu tombes sur un répondeur qui t'envoie sur autre chose, et au final, tu ne peux pas avoir ton information, tu ne peux pas récupérer une information sur ton produit, quelle que soit la nature de l'information, c'est à devenir fou. Le même sentiment? Oui, alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on assiste après une vague pendant 20 ans de tout digital, tout Internet, à une espèce de petit ressac, de retour en arrière, où les choses vont s'équilibrer. Et en fait maintenant le digital est devenu tellement une partie prenante de nos vies que finalement c'est intégré, on n'en parle même plus, c'est partout, c'est complètement transversal. Et donc on arrive à faire maintenant la distinction entre ce qui est vraiment intéressant de faire sur Internet et ce qui est intéressant de faire dans la vraie vie, et puis il y a le mix des deux. Je crois que le commerce et d'ailleurs, on dit même, moi, j'ai fait une conférence l'an dernier, j'ai assisté à une conférence à Monaco qui est assez importante sur le e-commerce. Le one-to-one. Le one-to-one. Et l'article que j'avais fait s'intitulait on a enlevé le E à e-commerce. Parce que c'est ça, c'est une expérience maintenant qui est transversale, qui est omni ou multicanal, selon les termes consacrés. Et en fait, on va commencer son expérience d'achat dans un magasin, on va finir sur Internet. L'inverse aussi, on commence sur Internet, on va finir dans un magasin. On va demander des renseignements dans le magasin et puis on va finir après sa commande chez soi. On va scanner une étiquette, on va voir la qualité du produit sur un forum. Donc tout ce parcours de client, il est complètement maintenant différent. Il est beaucoup plus expert, le client est plus expert. Et du coup, la question, c'est est-ce que le client est à nouveau roi? Oui, fatalement, puisque le client est beaucoup plus expert, il va sur les forums, il va sur les avis consommateurs, il va dans les magasins, il va sur Internet. Et du coup, les marques ont intérêt à se mettre à niveau. Et l'exigence du client est, à mon avis, beaucoup plus forte. Et puis là, peut-être, Marc, on le prenne pour une bille à travers des ciblages qui sont quand même à la louche, on va dire, sur Internet, globalement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit très vite, notamment avec le reciblage, qu'on est considéré comme étant celui qui veut définitivement, pour les 20 ans à venir, acheter la même paire de pompes, quoi. C'était une envie qu'on avait à l'instant T. À l'instant T plus 1, on n'a pas nécessairement la même envie. Et ça devient pénible au bout d'un moment parce qu'on est un cookie, d'une certaine façon. On est juste ça, quoi. Je reviens sur la notion de réenchanter le commerce dont tu parlais tout à l'heure. Là-dessus, je ne suis pas entièrement d'accord parce que je pense que l'acte d'achat sur Internet peut avoir aussi un côté enchanteur, un côté assez magique. C'est-à-dire que je fais mon marché sur une page web, sur un écran, je sélectionne mon produit, je peux quand même avoir pas mal d'informations sur ce produit. Si c'est quelque chose qui ne nécessite pas absolument d'avoir un contact physique et humain, et je le commande n'importe où dans le monde, et quelques jours après, je le reçois dans son petit colis. Il y a un côté quand même assez magique dans cet acte. Et pour conclure, sur le retour du tout digital, on a un autre indice, c'est que la vente d'e-books est en train de plafonner et de chuter aux US. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste au retour du livre papier. Donc je ne sais pas si c'est à mettre en corrélation, mais je pense qu'il y a des équilibres qui sont en train de se trouver en ce moment. J'ai l'impression qu'Emmanuel, sur le retour du papier, a quelque chose à dire là. Non, je vois pas tout à fait la même analyse. Le e-commerce a toujours le commerce en général a un gros problème, qui est un problème de marge. C'est des toutes petites marges. Et beaucoup s'y cassent les dents, Pixmania. Ça dépend des produits.
Alors voilà, ça dépend. C'est le point. Ça dépend des produits. Il y a qu'Amazon qui a un peu craqué le code. C'est-à-dire qu'Amazon est à peu près arrive à faire que si quelqu'un vient pour acheter un produit, il est sûr qu'il va partir avec d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle le panier. Mais globalement, tout le monde n'a pas réussi à craquer le code. Et je pense que le fait de pouvoir renvoyer les gens au magasin avec une bonne expérience, c'est aussi leur renvoyer dans les bras d'un vendeur qui, lui, est formé pour, et il y a un contexte, qui a une tablette dans les mains. Il a peut-être une tablette, il a ce qu'il veut, mais donc en tout cas, connecté lui aussi. On se donne une chance supplémentaire que l'acheteur parte avec un panier plus grand. Et l'ensemble des deux fait une histoire qui se raconte. Parce que pour l'instant, mais je suis pas persuadé persuadé quand même, c'est que le vendeur ait moins d'expertise que l'acheteur. Ce qui arrive de plus en plus fréquemment. Après, j'en tirerai pas des... Oui, peut-être, mais c'est pas vrai sur tous les produits. C'est pour ça que c'est un peu compliqué d'avoir une vision générale. Mais en tout cas, le vendeur, c'est son métier de faire en sorte de vous vendre d'autres choses ou de vous conseiller. Et il y a des produits où il y a une barrière d'entrée. Et les gens sont peut-être pas encore prêts, la grande majorité, à les acheter sur Internet. Donc je pense que le mix des deux, plus l'hystérie autour de la big data qui fait qu'on est censé être capable d'identifier vos besoins, fait qu'on se dit, l'info sur vos besoins, on est capable de l'identifier quand même de manière numérique. Et si en plus, on vous renvoie en magasin, là, on a une chance de vendre plus. Mais quand vous avez un magasin avec un vendeur qui a une tablette et qui a toutes les informations qu'on les cite, c'est-à-dire les informations big data traitées dans les mains sur vous, l'intelligence de cette personne-là est de toute façon plus efficiente que l'intelligence artificielle qui existe aujourd'hui et lui permet de vous vendre vraiment le produit qui est adapté et de faire ce qu'on appelle de l'upselling, c'est-à-dire de vous vendre autre chose parce qu'il connaît vraiment le client qu'il a en face, physiquement et, on va dire, dataïtivement, je ne sais pas comment dire, enfin, en tout cas, il connaît l'historique de ce personnage. Amazon a quelque chose qui fait cruellement défaut à beaucoup d'autres, c'est la notion de service. Voilà. Qu'on peut retrouver chez un vendeur dans l'humain, mais qui est beaucoup plus difficile sur le e-commerce. Amazon perd de l'argent sur la vente de biens. C'est toujours un problème. C'est-à-dire c'est un choix financier, ça, les pertes d'Amazon. Ah bon? Ah bon? Bien sûr, oui. C'est un choix de croissance. Ils ont toujours réinvesti parfois plus que 100% de leurs bénéfices pour grossir. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à être un géant. Il fallait tuer les autres, donc quitte à perdre de l'argent. Oui, c'était une croissance à marche forcée où vraiment tous les bénéfices étaient réinvestis. C'est pour ça qu'ils ne payent pas d'impôts. On se posait déjà la question en 97-98. Les revues économiques disaient le boom d'Internet et du commerce sur Internet, Amazon perd beaucoup d'argent, sera-t-il un jour le géant qu'il veut être avec Amazon est arrivé potentiellement à une situation où ils auraient pu se mettre à gagner de l'argent à peu près dans les années 2000, au moment du crack, et ils ont systématiquement depuis tout réinvesti. C'est l'une des rares GAFA qui certes ne paient pas d'impôts, mais et pour cause, ils ne font pas de bénéfices. Donc il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Enfin, il y a plein de choses à leur reprocher, mais là-dessus, ils sont relativement clean. Après, il y a un autre phénomène qu'on a tendance à oublier, c'est que avec la nouvelle génération, on en parlait hors antenne tout à l'heure, il y a une désillusion de la consommation en tant que loisir. Cette nouvelle génération considère que consommer pour se divertir, c'est quand même assez vain. Et ça n'est pas vraiment très constructif. Et c'est très difficile de lui donner tort. Et cette nouvelle génération va se servir de l'e-commerce pour obtenir les meilleurs prix, parce qu'il n'y a aucune raison de payer plus cher. Et l'expérience consommateur dans le magasin, tout ça ne l'appelle pas spécialement. Et on est face à un schisme générationnel où très concrètement, les jeunes aujourd'hui sont à la recherche de sens et c'est pas dans un magasin qu'ils vont trouver du sens. Acheter le produit au plus bas tarif, c'est pas tout à fait une recherche de sens. Ça. Si on non, sait pas du tout. quelle est la Mais chaîne de production ça des se fait produits sur Internet. Ça ne se fait pas par une expérience en magasin. Ça se fait par une recherche sur Internet qui consiste à sélectionner le meilleur endroit, le meilleur prix, le machin. Mais l'expérience, enfin, surtout le loisir qui consiste à consommer, c'est quelque chose qui est très sérieusement remis en question chez les jeunes générations. Et pas chez les jeunes générations qui sont dans ces situations parce qu'elles n'ont pas les moyens de consommer. Vraiment, chez les jeunes générations qui pourraient parfaitement se vautrer dans la consommation de la même façon que nous, on l'a fait quand on était 20 secondes jeunes. pour dire le contraire. Je ne suis pas vendu à cette histoire. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Vous voulez concurrencer Amazon qui, effectivement, perd de l'argent et est capable d'avoir des produits et un service qui est plus rapide, qui est meilleur, etc. Si vous êtes un marchand, vous êtes obligé de chercher quelque chose sur lequel Amazon n'est pas. Et c'est pour ça que le brick and mortar, c'est-à-dire les magasins physiques, font encore une différence par rapport à Amazon. Donc je pense que c'est un phénomène naturel pour des acteurs qui essayent de se positionner d'un côté par Amazon et de reprendre la main. Et ce qu'il y a de mieux sur le numérique, c'est la capacité à cibler. Mais je ne crois pas que ce soit lié en soi à une évolution des pratiques de consommation. En tout cas, on notera que des grands acteurs historiques du e-commerce sont en train de connaître des moments difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, en dehors d'Amazon, et je pense à des acteurs français, alors que des acteurs historiques du brick and mortar, pour le coup, la Fnac, qu'on pensait légèrement moribond, est en train de se refaire une santé. Donc il y a un rééquilibrage des forces aujourd'hui qui méritera qu'on y revienne dans une autre de ces émissions. Il nous reste quelques secondes pour un plus 1, moins 1. Laure, un plus 1 ou un moins 1 Je vous laisse faire le tour, je réfléchis. 10 secondes.
Là, tout de suite, non. Personne ne plus à moi ça, c'est pratique. Allez, enfin, ça va te faire plaisir. Fabrice. Vas-y. Vite fait. Allez, une étude d'IBM qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la sensibilité des C-level, c'est-à-dire des grands dirigeants d'entreprise et les directions d'entreprise à la cybersécurité, et qui montre que très clairement, dans les directions d'entreprise, on ne sait absolument rien sur la cybersécurité, on confond tout. Et typiquement, l'un des éléments qui m'avait plus marqué, c'est que quand on interroge des PDG sur la menace auquel ils font face, ils placent à peu près à un même niveau la menace d'un individu isolé malveillant de la menace de groupes mafieux, cybermafieux, on va dire. Un projet que je trouve intéressant, Golix, fait par des jeunes, je crois que c'est des Nantais, dans l'ouest de la France. Je soutiens. Ça, c'est un projet. Ça, c'est typique des projets en ce moment qui peut-être vont essayer de faire renaître la presse. C'est en gros une plateforme qui est faite pour permettre aux lanceurs d'alerte de fournir les documents, par exemple, à la presse, de manière sécurisée, anonyme, etc. Donc c'est un projet qui est un peu profondé. Je suis touché. Je soutiens des trucs comme ça, vraiment. Joli show. Tu vois, vraiment à une vitesse, c'est incroyable. L'équipe et Mario de la sécurité sur Internet, on faut les soutenir. Merci beaucoup à vous, Fabrice et Emmanuel. Merci Laure, merci Eric d'avoir participé à cette émission du Grand Débat du Web. À voir sur Digital Business News et sur la chaîne. Demain, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets, d'autres thèmes. Merci d'être fidèles. Et n'oubliez pas de partager, c'est ça l'intérêt du web. On fait un clic et on envoie aux copains. Salut!